L'historien qui a donné son nom à votre cercle est un petit peu oublié aujourd'hui des mémoires. Alors il a laissé son nom ici ou là, il a une rue à Paris, une salle à la faculté de Strasbourg, son buste dans le grand escalier de l'école normale supérieure, etc. Mais enfin, c'est bien peu de choses par rapport à l'homme qu'il fut, à l'importance qu'il a eue au XIXe siècle. Donc, pour vous le situer rapidement, donc Fustel de Coulanges, déjà, c'est son nom de famille. Son nom complet était Numa Denis Fustel de Coulanges. Il est né en 1830 à Paris et il est mort en 1889, non pas à Paris, mais à Massy, où il avait une maison. Bien. Le nom de famille est un nom de famille aristocratique, certes, mais dans le cas de Fustel de Coulanges, ça a assez peu d'importance. À la vérité, les questions familiales sont tout à fait absentes de la vie et de l'œuvre de Fustel de Coulanges. C'est un homme dont on peut dire qu'il a vécu essentiellement par l'histoire et pour l'histoire. C'est l'historien totalement donné, dévoué à sa vocation de chercheur et d'auteur. Il a consacré toute son œuvre aux études historiques. Il n'y a pas de roman, il n'y a pas d'essai politique, il n'y a pas d'œuvres économiques, il n'y a que de la recherche historique dans l'œuvre de Fustel de Coulanges. Je vais adapter ce soir un plan assez chronologique de son existence pour vous permettre de le connaître et de connaître son œuvre en partant de son enfance, du peu que nous connaissons de son enfance. Sa vie privée nous est très peu connue, jusqu'à non pas sa mort, mais jusqu'aux années les plus récentes, les plus proches de nous, pour voir, au-delà de la mort de Fustel de Coulanges, quelle fut également sa postérité. Avant de démarrer, je voulais savoir si les participants ce soir ont quelques notions sur Fustel de Coulanges, quelques connaissances, voir un petit peu quel est notre point de départ. Alors, écoutez, on a des connaissances qui sont assez, je dirais, globalement sommaires. Voilà. Donc, écoutez, pour que ça soit, je pense, dans un souci de clarté, faites comme si, en quelque sorte, nous n'y connaissons rien. Comme ça fera éventuellement un rappel pour ceux qui ont un peu de connaissances. Et pour ceux qui n'y connaissent rien du tout sur Fustel, ça fera, ma foi, une très bonne introduction. Voilà, donc partez du principe que personne n'y connaît rien, ça sera plus simple. Voilà. Très bien, parfait. Alors, en route. Donc, comme je vous disais, Numa Denis Fustel de Coulanges est né à Paris en 1830. Il est né juste avant les journées de juillet 1830. Il est né sous Charles X, mais enfin, à quelques mois près, il est né en mars 1830. Ça n'a pas grande importance finalement. Cependant, les événements politiques ont quelque importance. Je vous avais dit que je partirais de l'enfance et de la famille de Fustel de Coulanges en vous disant que nous n'y connaissons pas grand-chose. Quelques mots tout de même. Donc, par sa famille paternelle, il est une famille aristocratique avec une longue tradition militaire, famille qui toute une partie du XVIIIe siècle a vécu à Brest, quoique elle n'en soit pas originaire si on remonte plus loin. Le père de Fustel de Coulanges lui-même est un officier de marine raté qui a abandonné la carrière militaire assez rapidement, qui a vécu aussi comme artiste peintre, qui s'est essayé à la politique. Probablement est-il mort en 1832 sur les barricades. Alors on ne connaît pas exactement la raison de la mort de Fustel de Coulanges, du père de Fustel de Coulanges, excusez-moi, mais en général, les personnes qui ont connu Numa Denis Fustel de Coulanges et qui ont témoigné sur son existence peu de temps après sa mort s'accordent à dire le plus souvent que le père de Fustel de Coulanges serait mort sur les barricades en 1832, donc durant les émeutes libérales hostiles au régime de Louis-Philippe Ier. La mère de Fustel de Coulanges, pour sa part, est d'une famille bourgeoise de la Somme
Et c'est dans cette famille maternelle, surtout, que Fustel a grandi. Il a très peu connu son père, la famille paternelle était absente, c'est dans la famille de sa mère qu'il a grandi, mais à Paris. Ils ne sont pas retournés dans la Somme. Et là, Fustel a pu notamment s'appuyer sur les relations de son grand-père qui le fit entrer à l'institution Massin. Alors tout ça, toute cette enfance de Fustel se situe dans le Marais. Nous sommes près de la rue des Tournelles, nous sommes près du lycée Charlemagne, nous sommes donc dans l'actuel 4e arrondissement de Paris, dans le Marais. Et c'est là que Fustel de Coulanges va prendre sur les bancs de l'école le goût de l'histoire. Histoire ancienne, histoire médiévale. Dans ces cahiers d'écoliers que j'ai pu consulter lors des recherches historiques que j'ai faites sur Fustel de Coulanges il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, j'avais déjà remarqué sa passion pour les sujets historiques, les textes qu'il avait recopiés, les dissertations historiques assez impressionnantes pour un enfant de son âge qu'il avait rédigées à l'époque sur les bancs de l'école. Il est rentré après l'institution Massin au lycée Charlemagne sur recommandation de son grand-père maternel. Et puis, après la révolution de février et de juin 1848, qui mit fin à la monarchie de Juillet et qui affirma la Seconde République, Fustel de Coulanges s'est définitivement tourné vers les études historiques, cette fois pour en faire son métier, puisqu'en 1850, donc nous sommes sous la Deuxième République, sous la Deuxième République, sous la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte. En 1850, donc, Fustel intègre l'école normale supérieure rue d'Ulm. Ce n'est pas une période très glorieuse et très libre pour l'école normale supérieure. Les agrégations spécialisées ont été supprimées. On ne passe à l'époque plus que l'agrégation de lettres. C'est le régime de Louis-Napoléon qui a souhaité supprimer les agrégations spécialisées sous l'influence de ce qu'on appelait alors le Parti de l'Ordre. Alors le Parti de l'Ordre, ce sont aussi bien des républicains conservateurs que des soutiens du catholicisme ou bien des partisans de la royauté, mais qui, faute de prétendants, se sont alors ralliés à Louis-Napoléon Bonaparte. Et celui-ci, d'ailleurs, essaie de gouverner la France en conciliant ces différents mouvements. Alors je ne vais pas vous parler trop de Louis-Napoléon Bonaparte, mais il faut qu'on ait en tête ce contexte historique un peu particulier à l'époque pour comprendre pourquoi on supprime les agrégations spécialisées. Parce que l'on pense à la direction de l'école normale supérieure et l'on pense au ministère de l'instruction publique que ces agrégations spécialisées sont le ferment d'écoles de pensée libérales hostiles à l'ordre, hostiles au gouvernement de Louis-Napoléon, hostiles à la religion aussi. Louis-Napoléon Bonaparte n'est pas un modèle de vertu catholique, mais il s'appuie sur le catholicisme dans son gouvernement. Fustel de Coulanges traverse cette période sans trop de difficultés, car il a trouvé tout simplement une bonne planque, si je puis dire, à l'école normale supérieure. Il est en charge de la bibliothèque. Et c'est en étant en charge de la bibliothèque qu'il va pouvoir continuer d'étudier des ouvrages, consulter des ouvrages qui ne sont plus forcément diffusés à ce moment-là à l'école. Alors, il ne faut pas non plus croire que c'est la dictature qui se met en place. Fustel va passer très dignement son agrégation de lettres, et même si les maîtres de l'école normale supérieure sont fidèles au pouvoir en place, il y a une grande liberté de ton, en vérité, dans les enseignements, dont Fustel de Coulanges fut le bénéficiaire et qui contribua à sa formation. Il a dit plus tard, il a écrit plus tard que c'est véritablement à l'école normale supérieure qu'il a appris à penser, qu'il a reçu de ses maîtres un esprit de doute historique, un esprit qu'il qualifia plus tard de cartésien, qui orienta sa manière de travailler dans son œuvre. Alors, après l'agrégation, Fustel de Coulanges va préparer sa thèse. À l'époque, on passe 2 thèses, une thèse latine et une thèse française. Et il va passer sa thèse latine sur Vesta, sur le culte de Vesta à Rome.
et sa thèse française sur l'historien grec Polybe. Polybe qui intéresse beaucoup Fustel de Coulanges parce que c'est une figure étonnante dans l'histoire grecque à la fin de la période hellénistique, à l'époque où la Grèce va être conquise par Rome. Polybe est un homme de l'aristocratie grecque qui écrit très loyalement l'histoire des événements dont il est le témoin, mais qui se rallie à Rome, qui fait cause commune avec Rome. Et Fustel va s'intéresser à cette élite grecque qui va rejoindre le camp du vainqueur, en quelque sorte. Alors il n'y a pas de patriotisme grec comme on pourrait parler déjà en 1852 ou 53 d'un patriotisme romain, d'un patriotisme français, excusez-moi, mais donc ce serait anachronique d'accuser Polybe de collaboration avec l'ennemi, ça n'aurait aucun sens. Mais cette figure intéresse Fustel parce que même s'il n'y a pas de patriotisme grec, il y a une très forte notion de ce que c'est chez les Grecs de l'époque que l'hellénisme, que le fait d'être grec, d'être un Hellène par rapport aux autres peuples, y compris les Romains, qui sont des métèques, qui sont des étrangers dans la compréhension de l'époque. Donc Fustel de Coulanges consacre ses deux thèses sur ce sujet-là, donc thèse latine et thèse française. Je précise bien, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, que la thèse latine est écrite en latin et soutenue en langue latine. C'est une tradition qui a été abandonnée au début du XXe siècle. Jaurès lui-même, qui était historien de formation, a soutenu sa thèse latine à la fin du XIXe siècle. Et la thèse en poche, Fustel va intégrer l'école d'Athènes et partir étudier les sciences historiques en Grèce, justement, l'école française d'Athènes. Il sera affecté à Chios. Et sur l'île de Chios, qui est encore marquée par les combats qui, un peu moins de 20 ans auparavant, ont bouleversé l'île, combats entre les Ottomans et les Grecs, à Chios, au milieu des ruines, Fustel va étudier l'archéologie de cette île, étudier son histoire et écrire tout un mémoire sur l'île de Chios de l'Antiquité la plus ancienne jusqu'aux périodes qui lui étaient contemporaines, jusqu'aux Ottomans. Ce contexte historique est important. Nous sommes dans un temps qui est très différent du nôtre. Vous vous en doutez bien, évidemment, je ne vous apprends rien en vous disant cela. Mais comme Fustel de Coulanges est un homme que l'on connaît surtout par ses œuvres plus que par sa vie, il me croit important de replacer régulièrement le contexte, même dans des éléments qui peuvent nous surprendre. Par exemple, pour partir à l'école française d'Athènes, on exigea de Fustel de Coulanges qu'il sût monter à cheval, parce que c'était indispensable pour sa vie à Chios. Et c'est avec un de ses oncles qu'il a appris à monter à cheval pour se préparer à l'école française d'Athènes, sans quoi il ne serait pas parti. On ne lui aurait pas donné, l'administration ne lui aurait pas donné l'autorisation. De la même manière, donc, quand il arrive à Chios, nous sommes en Grèce, nous ne sommes plus dans l'Empire ottoman, mais la guerre n'est pas très loin et l'indépendance est toute fraîche. Mais passons. Fustel écrit donc son mémoire sur l'île de Chios avant de rentrer en France. Et en France, après quelques années au lycée, va commencer, quand il est comme professeur de lycée, va commencer une nouvelle partie de sa vie à la faculté. Alors, de quoi s'agit-il ? Fustel est nommé à la faculté de Strasbourg comme professeur d'histoire, et là encore il faut que vous compreniez bien que la faculté n'a rien à voir avec ce qu'elle était aujourd'hui, tout comme les lycées. Fustel, quand il enseigne en lycée, juste avant Strasbourg, juste avant l'année 1860, enseigne à une toute petite élite sociale. Il n'enseigne pas aux grandes classes que l'on peut connaître aujourd'hui, bien sûr. Il n'y a encore que quelques milliers de bacheliers en France. Arrivé à la faculté de Strasbourg, de la même manière, il n'enseigne pas à des élèves de licence préparant docilement leur licence avec des partiels à la fin du semestre ou à la fin de l'année. Dans son amphithéâtre, il n'y a pas de travaux dirigés, il y a un grand amphithéâtre et c'est tout. Fustel de Coulanges va enseigner à aussi bien des étudiants en lettres et en histoire qu'à des auditeurs libres venant écouter ses cours en curieux, comme on assiste à une conférence à la mode.
Et donc vous avez là des personnes âgées, de simples oisifs, des rentiers qui viennent assister au cours de M. Fustel de Coulanges, à côté des étudiants. Alors, ici, nous découvrons dans cette partie de la vie de Fustel de Coulanges, qui va s'étaler entre 1860 et 1870, nous avons la découverte d'un autre aspect du personnage, c'est vraiment le Fustel de Coulanges pédagogue qui va apparaître. La particularité également qui se pose à cette époque-là, c'est que le professeur doit réécrire son cours tous les ans, traiter une nouvelle période tous les ans. Pas de programme répétitif à la faculté à Strasbourg à ce moment-là. Donc Fustel va, année après année, tracer un considérable travail d'écriture de cours et derrière un considérable travail de recherche historique. Et la manière dont il va avoir de faire ses cours, va progressivement remplir son amphithéâtre d'étudiants et d'étudiants qui prennent des notes. Ça peut vous sembler quelque chose de tout à fait normal, mais l'inspection académique croit bon, lors d'une inspection dans l'amphithéâtre de Fustel de Coulanges, croit bon de noter que l'amphithéâtre est plein de jeunes gens en train de prendre des notes. Ça semble suffisamment étonnant pour qu'on puisse en rendre compte auprès de l'inspection académique à l'époque. Comme pédagogue, il sait intéresser son auditoire. Comme pédagogue, surtout, il incite ses étudiants à eux-mêmes se livrer à la lecture et à la recherche. Il a une vision de l'histoire qui est la sienne depuis l'école normale supérieure, qu'il va développer devant ses étudiants, qui part d'un principe assez important. D'abord, une notion de l'histoire en elle-même, ce qu'est l'histoire. Pour Fustel de Coulanges, l'histoire est, dit-il, c'est lui qui parle, ce n'est pas moi, la première des psychologies et la première des sociologies. Pour Fustel de Coulanges, étudier l'histoire, c'est étudier les hommes du passé, étudier ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont vécu, la manière dont ils ont vu les choses. C'est véritablement se mettre à la place, essayer de se mettre à la place de ces personnes, voir comme elles ont vu, penser comme elles ont pensé, pour les comprendre et pour mieux ainsi percevoir les temps qui nous ont précédés. Et pour cela, on en arrive à la méthode. Fustel de Coulanges étudie les textes directement. Il est assez peu intéressé par les sources de seconde main, les ouvrages écrits des années, des siècles plus tard sur une période. Il n'est pas intéressé par un ouvrage de vulgarisation, par exemple, sur l'Antiquité grecque. Ce qui l'intéresse, c'est directement de revenir aux auteurs grecs. Et avec ces périodes assez reculées, Fustel de Coulanges va développer une espèce de manie qui va le conduire à vouloir tout lire sur une période avant d'écrire dessus. Ça peut sembler complètement disproportionné. C'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs Fustel de Coulanges va mourir à la tâche en quelque sorte. Fustel de Coulanges considère qu'on ne peut pas parler tant qu'on n'a pas suffisamment analysé, qu'on ne peut pas synthétiser tant qu'on n'a pas suffisamment analysé et tant qu'on n'a pas tout lu. Ce qui est impossible, hein, ça relève de la lubie. Mais c'est un travailleur acharné qui se met à l'ouvrage, notamment durant l'année universitaire 62-63 et l'année 63-64. Fustel de Coulanges va consacrer ses cours à l'étude de la cité grecque et de la cité latine antique. Et en 1864, il en tira son ouvrage encore aujourd'hui le plus connu et constamment réédité jusqu'aujourd'hui, La Cité antique. Peut-être le livre de Fustel de Coulanges que vous connaissez tous. La Cité antique est la synthèse de plus d'une centaine d'analyses particulières que Fustel de Coulanges a menées sur tel ou tel sujet relatif à la Grèce antique et à la Rome antique pendant presque 10 ans. Et dont il a fait une première synthèse pour ses cours devant ses élèves et ensuite un livre. Livre publié à Paris, d'abord dans la plus grande discrétion, non pas que Fustel ait voulu se cacher, mais aucun éditeur ne croyait en son livre, et livre qui obtint assez rapidement un réel succès. Le livre, dans ces années 64-65, au milieu, dans la dernière moitié du règne de Napoléon III, le livre s'est vendu un peu plus de 5000 exemplaires, ce qui vous semblera peu, mais pour un livre d'érudition historique de l'époque, c'est un très bon succès de librairie parisien.
Ce livre, d'ailleurs, fut présenté au ministre de l'instruction publique de l'époque, Victor Duruy. Victor Duruy qui, par la correspondance, va se lier de sympathie avec Fustel de Coulanges. C'est un détail qui a son importance, puisque quelques années plus tard, c'est grâce à Victor Duruy que Fustel de Coulanges va, en 1869, quitter la faculté de Strasbourg pour revenir à Paris, où il va exercer la tâche de conférencier auprès de l'impératrice Eugénie. Il fut rappelé à Paris en 69-70 pour donner à l'impératrice Eugénie et à ses dames de compagnie des cours d'histoire de France. Les leçons à l'impératrice, qui ne sont plus aujourd'hui éditées, qui ont été rééditées encore dans les années 1930 pour le centenaire de la naissance de Fustel de Coulanges, et qui, honnêtement, n'ont pas un intérêt historique immense, surtout si on les compare au reste de l'œuvre de Fustel de Coulanges. Elles sont un très bel exemple de synthèse et un très beau témoignage aussi de la place que l'on accordait à l'époque au savoir, à l'intelligence dans les cercles du pouvoir, puisque l'empereur Napoléon III, avec l'impératrice Eugénie, avait voulu ces cours. Comme l'impératrice Eugénie, vous le savez, n'était pas française mais espagnole, c'était une manière pour elle de se former à l'histoire de France, de connaître et comprendre l'histoire de France. Et l'empereur lui-même assista à certains de ces cours. Les séances furent interrompues et Fustel de Coulanges ne put pas aller jusqu'au bout de ces séances à cause de la guerre de 1870. J'aurai l'occasion de revenir très rapidement dans quelques minutes sur Fustel et le Second Empire. Ça a eu quelques conséquences sur la suite de ses enseignements. Je reviens sur la cité antique dont nous parlions à l'instant, donc l'année universitaire 64, publication de la cité antique. Quel est l'objectif de cet ouvrage ? Fustel de Coulanges veut montrer l'influence du culte dans la constitution politique et sociale de la cité antique grecque. Fustel de Coulanges était persuadé que c'est sous le sceau de la religion, de la croyance, que s'étaient fondées les cités de l'Antiquité grecque et de l'Antiquité latine. Il a eu une approche assez systématique de ce sujet, on peut dire une approche même systémique, c'est-à-dire que c'est un système que Fustel de Coulanges a conçu. Pour lui, on ne pouvait pas comprendre les institutions de la Grèce et de Rome sans l'apport de la religion. Ça fait partie des points de repère des études historiques chez Fustel de Coulanges. C'est la question religieuse et la question de la propriété. C'est un autre thème cher à Fustel dans son étude des institutions. Effectivement, dans la cité antique, Fustel de Coulanges s'intéresse beaucoup au régime de la propriété, comment se fonde la propriété en Grèce et à Rome, dans les différentes cités grecques. Il y accorde toute son importance parce que, pour lui, le régime de la propriété permet de comprendre les structures familiales et permet de comprendre les structures politiques. Alors, comment fut accueilli cet ouvrage ? Alors, par le lectorat, assez bien, puisque, comme je vous disais, plus de 5000 exemplaires vendus, de très nombreuses recensions dans la presse à l'époque, aussi bien à Paris qu'en province, et également une certaine reconnaissance au niveau de la Sorbonne, au niveau de l'École normale supérieure, etc. Le seul reproche qui fut fait à Fustel de Coulanges, dans les milieux libéraux, était d'avoir ici produit un livre clérical, un livre en faveur de la religion, ce dont Fustel de Coulanges s'est toujours défendu, car Fustel de Coulanges, à la vérité, ne fut jamais ni croyant ni pratiquant. C'est quelque chose qu'il confesse d'ailleurs à la fin de sa vie dans son testament, lorsque il réclame dans son testament des obsèques religieuses à l'Église, et il s'en justifie, parce que tout le monde sait qu'il n'est ni croyant ni pratiquant, il s'en justifie en expliquant qu'il veut ici s'inscrire dans la tradition française. Fustel de Coulanges écrivait « Je ne suis à la vérité ni croyant ni pratiquant, mais même lorsque mais je dois me souvenir que je suis français, né dans un pays de tradition catholique. Et même si l'on ne pense pas comme les ancêtres, on doit au moins respecter
ce qu'ils ont pensé et la manière dont ils ont vécu. Alors, il y a ma transcription de mémoire n'est peut-être pas fidèle à la virgule près, mais c'est somme toute ce que Fustel écrit dans son testament sur cette question des obsèques. Mais bon, Fustel, pour revenir à la cité antique, est accusé de cléricalisme et il s'en défend en expliquant ce que je vous disais, qu'il n'est ni croyant ni pratiquant et qu'il a surtout voulu là rendre compte de ce qu'il considère être la vérité historique. Un autre reproche qui lui fut fait était d'avoir vis-à-vis des sources une certaine naïveté et d'avoir été trop systématique dans ses études. Alors, sur cette question-là, Fustel s'en est toujours défendu en alignant justement l'intégralité des sources qu'il avait pu étudier. C'est un petit défaut, un très gros défaut de Fustel de Coulanges. Quand on lit l'œuvre de Fustel de Coulanges, quand on lit sa correspondance, quand on lit ses notes de travail, Fustel de Coulanges n'a jamais tort. Ça, malheureusement, c'est une limite de ce très grand historien. Fustel de Coulanges n'a jamais accepté les critiques qui lui furent faites. Fustel de Coulanges est un homme qui a raison. Alors, cela est lié aussi à la masse considérable de travail qu'il avait abattu jusqu'à présent. C'est, je crois, le seul historien français de sa génération qui pouvait prétendre avoir réellement tout lu et tout annoté, étudié sur les sources primaires, les sources d'origine, concernant par exemple la cité grecque. Selon les savoirs de l'époque, parce que l'archéologie et l'étude des inscriptions ont fait des pas de géant depuis l'époque de Fustel de Coulanges, mais selon les savoirs de l'époque, il était sans doute le seul historien français de son temps qui pouvait réellement prétendre avoir tout lu. Donc évidemment, ça lui donnait une certaine assurance et la certitude d'avoir toujours raison, ce qui n'est pas exact, bien sûr. L'étude historique récente, cependant, a fait un petit peu la part des choses, et même si il est clair que Fustel de Coulanges n'avait pas forcément vu juste sur tous les sujets, les recherches archéologiques et les études historiques lui ont rendu justice sur un certain nombre de thèmes. Par exemple, Fustel de Coulanges était persuadé que la propriété collective n'avait pas existé à Rome et dans les cités grecques, ni à Athènes, ni à Sparte, ni dans aucune autre. Tout comme quand il a plus tard étudié le haut Moyen-Âge, il était persuadé que la propriété collective n'avait pas existé à l'origine des sociétés germaniques. Ce que beaucoup d'historiens français et allemands pourtant croyaient à cette époque-là. Et il est vrai que depuis, la plupart des historiens de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge sont allés dans le même sens que Fustel de Coulanges. Et l'archéologie est allée dans le même sens que Fustel de Coulanges. Donc il y a un certain nombre de points tout de même où on peut dire que Fustel a vu juste, avec une génération d'avance, sur beaucoup de monde. Alors, j'avance parce que le temps file. J'avance après la cité antique. Donc les années strasbourgeoises ont continué, se sont terminées quelques publications d'articles spécialisés dans des revues parisiennes, assez peu, se sont terminées, comme je vous le disais, avec le retour à Paris, les leçons à l'impératrice, et puis ce fut la guerre de 70. Alors pour la guerre de 70, je pense que pour cela vous êtes tous à peu près au courant. Donc dans le cadre d'une sombre affaire diplomatique autour de la succession au trône espagnol, nous nous sommes retrouvés en conflit diplomatique avec le royaume de Prusse, et la France a déclaré la guerre à la Prusse, laquelle Prusse s'est embarquée dans cette aventure guerrière avec tous ses alliés, c'est-à-dire tous les États de la Confédération d'Allemagne du Nord, auxquels s'ajoutaient les États d'Allemagne du Sud, dans le cadre du Zollverein, de l'Union douanière. En somme, ce sont tous les États allemands qui allaient fonder l'Empire allemand en 1871, qui se liguaient contre la France, et ce qui devait arriva. Nous fûmes vaincus à la bataille de Sedan, fin août, début septembre 1870, et l'Empire s'effondra dans les jours qui suivirent, puisque la République fut proclamée le 4 septembre. Napoléon III étant emmené prisonnier en Allemagne après avoir capitulé à Sedan, et l'impératrice Eugénie ayant juste le temps de quitter le Louvre avec son fils Louis-Eugène Napoléon pour se rendre en Angleterre. Il y a ici quelques pages émouvantes, quelques témoignages émouvants de Fustel, une lettre à sa femme, une très rare lettre à sa femme que l'on a pu conserver, puisque la femme et les enfants de Fustel étaient à ce moment-là en province, mais Fustel lui était resté à Paris.
lettre où il témoigne de son affection pour l'impératrice Eugénie et du fait qu'il était allé au Louvre une dernière fois lui rendre hommage avant son départ, mais hélas, il était arrivé trop tard, l'impératrice venait de partir. Fustel n'a pas quitté Paris ensuite, il est resté à Paris durant tout le siège de Paris par les armées allemandes. Il s'est porté volontaire pour faire son service dans la garde nationale et a servi sur les remparts de la ville comme tout le monde. C'est une période qui fut très féconde sur le plan de l'écriture pour Fustel de Coulanges. C'est une période qui alla de 1870 à 1872 où Fustel de Coulanges écrivit ses articles les plus polémiques et des articles d'actualité. Vous en connaissez peut-être quelques-uns. Paris étant encore assiégé, Fustel de Coulanges s'engage dans la Revue des Deux Mondes. Alors vous connaissez sans doute la Revue des Deux Mondes, qui est une revue intellectuelle qui existe encore aujourd'hui, qui a été fondée sous la Restauration. Alors aujourd'hui, c'est une revue qui n'est plus très lue, qui n'est plus très connue. À l'époque, c'est la revue intellectuelle par excellence. Elle est lue dans tous les salons. C'est la revue libérale et conservatrice de ce temps-là. Elle est dirigée par un monsieur qui s'appelait Frédéric Buloz. Frédéric Buloz était ouvrier typographe. C'est un très bel exemple de réussite intellectuelle, sociale et journalistique au XIXe siècle en France, puisque de simple ouvrier typographe, il a fondé et conduit pendant plus d'un demi-siècle une revue, presque 3/4 de siècle, une revue qui fut véritablement le phare de la pensée libérale et conservatrice en France à ce moment-là. Fustel de Coulanges, qui est justement assez libéral et conservateur, partisan des régimes aristocratiques, assez hostile à la royauté, républicain mais méfiant contre les mouvements populaires et très hostile à la Révolution, Fustel de Coulanges se retrouve en somme parfaitement à l'aise dans cette revue et la ligne éditoriale de cette revue. Et c'est là qu'il écrit, durant le siège, par exemple, l'un de ses premiers articles polémiques que vous connaissez peut-être, « L'Alsace doit-elle être allemande ou française ?» Et 13 ans avant Ernest Renan, il est l'un des premiers à développer le concept de nation en France sur le principe de l'adhésion collective, et non pas sur le principe du sang et de la langue tel qu'on le développait déjà, tel qu'on le théorisait déjà en Allemagne, où le pangermanisme se développait. Fustel de Coulanges ici a une réflexion assez intéressante, qui est la réflexion d'un homme d'avant 1870, d'un homme avant la Troisième République. Fustel de Coulanges écrit, puisque l'un des arguments allemands est de dire l'Alsace est un territoire de langue germanique, donc l'Alsace doit être allemande, Fustel de Coulanges écrit « En France, on parle 5 langues différentes ». Ça lui semble normal. Il n'est pas du tout quoique républicain, il n'est pas du tout jacobin, il ne voit aucun problème à ce qu'on parle 5 langues différentes en France. Et il continue en disant « Pourtant, nous sommes tous français et nous sommes tous patriotes et prêts à défendre notre patrie, même si nous avons nos différences linguistiques. » Et il continue de dire, c'est une phrase qui marque fortement, surtout pour un homme qui venait de passer 10 ans à Strasbourg, il dit bien, au sujet de l'Alsace, il dit bien « l'Alsace n'est pas à nous ». Il n'est pas en train de dire « l'Alsace n'est pas à l'Allemagne, elle est à la France ». Il dit bien « l'Alsace n'est pas à nous, l'Alsace est avec nous ». Ce qui, évidemment, dans Paris assiégé, a un certain panache, mais par ailleurs est conforme à la vérité historique, puisqu'en 1870, les combats continuent en Alsace. Belfort tient toujours, n'a toujours pas capitulé, et il y a ici ou là, dans la campagne alsacienne, des groupes de partisans qui combattent par de menues embuscades, ici ou là, la présence militaire des armées allemandes. Premier article, donc l'Alsace doit-elle être allemande ou française? Et puis, par la suite, Fustel de Coulanges va multiplier les articles entre 70 et 72 dans la Revue des Deux Mondes sur des thèmes historiques qui ont avant tout une résonance politique. Fustel de Coulanges va s'intéresser à la question de l'aristocratie, l'histoire de l'aristocratie, l'histoire de la justice. Fustel de Coulanges va écrire sur la propriété privée,
L'objectif en fait de Fustel de Coulanges dans toutes ces séries d'articles qu'il livra à l'époque à la Revue des Deux Mondes est de contribuer par la plume, par l'écriture, au redressement français. Il fait là une œuvre patriotique. Que se passe-t-il ? Il se passe qu'après la guerre de 70, il y eut dans les élites intellectuelles françaises un véritable traumatisme. Les élites intellectuelles françaises avant la guerre de 70 étaient très majoritairement germanophiles. Et pour beaucoup d'entre elles, pour des personnes comme Ernest Renan par exemple, ou Hippolyte Taine, ce n'est pas le cas de Fustel. Fustel ne fut jamais germanophile. Mais pour beaucoup d'autres, qui sont des personnes que Fustel apprécie et connaît, et avec lesquelles il écrit justement dans la Revue des Deux Mondes, le fait d'avoir fait la guerre aux États allemands, d'avoir été vaincu par les États allemands, et d'avoir dû leur laisser l'Alsace et la Moselle, c'est un épisode traumatisant, qui nécessite de s'interroger sur les causes de la défaite, et sur la nécessité de redresser le pays. Et les articles dans la Revue des Deux Mondes vont se multiplier, sous la plume donc de Fustel, mais aussi d'Hippolyte Taine, sous la plume d'Ernest Renan, avec souvent d'ailleurs une optique commune. Comment redresser le pays ? Par une nouvelle élite, par une aristocratie. Ce sont des gens qui, sans être royalistes, ne sont pas véritablement républicains, qui sont hostiles au régime démocratique et qui croient davantage à des régimes aristocratiques enracinés dans la terre. C'est dans cette optique-là également que fut fondée à l'époque Sciences Po à Paris, dans le cadre de la fondation des sciences politiques. À l'époque, on parle non pas de Sciences Po, mais de l'école libre des sciences politiques. C'est dans cette même optique, donc, de redressement intellectuel de la France que Sciences Po se fonde, et nous sommes dans le même courant que la Revue des Deux Mondes. Fustel de Coulanges, sur une commande probablement de Frédéric Buloz, va d'ailleurs préparer une histoire de la guerre de 70 et de la Commune qui n'a jamais vu le jour. Fustel de Coulanges n'a pas achevé ce travail, il a fini par laisser tomber la plume en considérant qu'il ne pouvait pas écrire avec suffisamment de distance et un apaisement suffisant de l'esprit sur des sujets aussi proches de lui. Là encore, je fais appel à votre sens chronologique. Il écrit cette histoire de la Commune dans les années 71-72, enfin de la Commune et de la guerre de 70, pardon. Donc nous sommes à quelques mois, puis seulement à quelques années des événements. Fustel de Coulanges habite à ce moment-là près de la rue de Tournon, près du Sénat. On s'est battu dans ces rues-là. L'immeuble où il habitait a été envahi par les communards. Lui-même avait quitté Paris juste quelques semaines avant le début de la Commune, juste après la levée du siège, qu'il avait donc passé à Paris par contre. Et quand il revient à Paris, son appartement a été pillé, ses voisins ont été terrorisés par les combats, on s'est battu au canon quelques rues plus loin. Donc, vous voyez, ce sont des événements qui sont extrêmement violents et dont Fustel de Coulanges a été le témoin direct. Et son frère est militaire, son frère fait partie des tribunaux qui vont juger les émeutiers qui, après la Commune, ont été arrêtés. Et Fustel écrit à son frère en lui disant qu'il trouve que la justice militaire est beaucoup trop clémente et beaucoup trop douce avec les émeutiers. Donc, vous voyez, il y a une forte charge émotive et Fustel, à un moment, lâche la plume en disant qu'il ne peut pas, dans ces conditions, écrire un ouvrage qui serait un ouvrage historique sérieux. Il serait beaucoup trop engagé. Donc il renonce, et c'est à partir de 72 la dernière partie de la vie de Fustel de Coulanges qui commence, qui va nous conduire jusqu'en 1889, jusqu'à sa mort. C'est la période où Fustel ne s'intéresse plus qu'à l'histoire ancienne. Fustel de Coulanges entame l'écriture d'un nouveau livre. Il veut écrire une histoire, après avoir écrit l'histoire de la cité antique, il veut écrire une histoire des institutions politiques de la France, des origines à nos jours. Donc en somme, de la période gauloise jusqu'au XIXe siècle. Le travail est titanesque. Fustel avait imaginé écrire tout cela en 4 volumes. Il sort le premier volume en 74. À ce moment-là, il est professeur à l'École normale supérieure, où il vient d'être nommé. Et l'ouvrage est tout de suite très vivement attaqué par la critique.
Et ça n'a pas du tout l'ouvrage n'a pas du tout le même succès dans les milieux intellectuels que La Cité antique. On l'accuse de naïveté, on l'accuse d'être un romaniste. Alors là, il faut que je revienne sur une polémique historique du XVIIIe siècle entre romanistes et germanistes. Les germanistes étaient ceux qui considéraient que les invasions barbares à la fin de l'Empire romain avaient profondément changé la Gaule et avaient donné à l'Occident une toute autre orientation que celle qu'il avait eue auparavant. Et les romanistes, eux, qui étaient surtout des historiens issus du monde bénédictin, les bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, qui ont beaucoup fait au XVIIIe siècle pour imprimer, trier les sources les plus anciennes. On leur doit à ce titre énormément dans la conservation des sources les plus anciennes et dans leur analyse, leurs premières analyses. L'histoire de l'Antiquité et du Moyen-Âge en France leur doit énormément. Et donc les bénédictins de la congrégation de Saint-Maur étaient plutôt romanistes et considéraient que, au contraire, les invasions germaniques n'avaient eu aucune influence véritable et que les envahisseurs s'étaient progressivement assimilés à leur conquête, s'étaient fondus dans leur conquête. Et Fustel de Coulanges est accusé d'être romaniste, ce qui, à ce moment-là, est la thèse très minoritaire. La plupart des historiens de ces années 1874-75 sont plutôt germanistes. Fustel s'en défend, dit qu'il n'est pas romaniste, ce qui est vrai. Sa thèse est beaucoup plus nuancée que la thèse romaniste, mais enfin, il est vrai aussi qu'il penche plutôt de ce côté-là. Et il faut dire, pour rendre justice à Fustel de Coulanges et pour rendre justice aux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur qui écrivirent un siècle plus tôt, il faut dire que effectivement, sans aller jusqu'à nier l'influence des invasions, ce n'est pas vrai, elles ont eu une influence énorme, mais il est vrai cependant que les Germains se sont plutôt coulés dans leur conquête, ont plutôt été assimilés par leur conquête qu'ils ne se l'assimilèrent. Et on le voit d'ailleurs dans l'étude des prénoms, dans l'étude des lois. On se rend vite compte qu'à la période mérovingienne et carolingienne, l'influence romaine demeure prépondérante. Mais revenons à notre histoire. Donc, ce livre est mal reçu, Fustel de Coulanges le prend fort mal, et il décide de se remettre à l'ouvrage. Donc, fini le projet en 4 volumes, Fustel décide qu'il va tout réécrire, publier toutes ses sources, montrer par des analyses très précises qu'il a eu raison. Le travail est insurmontable. Et Fustel va littéralement mourir à la tâche. Fustel de Coulanges est d'une santé fragile, il est tuberculeux, et il multiplie les cures à Arcachon, à Cannes, pour essayer de se rétablir sur le plan de la santé, mais sans succès. Et entre 2 cures, il publie des articles spécialisés, il publie un nouveau volume, cette fois qui correspond à peu près au double du précédent et sur une période plus restreinte, et il continue son ouvrage. À sa mort en 1889, Fustel de Coulanges n'a pas fini de publier. C'est un de ses élèves, Camille Jullian, historien très connu pour ses études sur la Gaule romaine et la Gaule avant l'invasion romaine. C'est Camille Jullian, de ses élèves, qui va mettre en forme et publier les derniers livres que Fustel n'avait pas eu le temps d'écrire. Et ces livres couvrent exclusivement la période de l'indépendance gauloise jusqu'à la fin de la période carolingienne. Donc nous sommes bien loin d'avoir couvert l'histoire des institutions jusqu'au XIXe siècle. Il n'en reste pas moins que cette histoire des institutions de l'ancienne France est un ouvrage fondamental qui fut d'ailleurs beaucoup utilisé après la mort de Fustel par ses continuateurs. À côté de cette œuvre d'auteur, Fustel continue également sa carrière universitaire. Donc, comme je vous ai dit, à la publication en 74-75, il est professeur à l'École normale supérieure. Il va ensuite recevoir 2 fois de suite la direction de l'École normale supérieure, dont il va essayer de rénover les enseignements en mettant en place le système des travaux dirigés, qui était à l'époque quelque chose de très moderne.
tant que pédagogue, il publie également un certain nombre de notes qu'il envoie au ministère de l'Instruction publique en faveur de la création de classes préparatoires, qui n'existent pas encore à l'époque, et qui furent créées quelques années après sa mort. L'objectif de Fustel étant de donner aux étudiants après le bac une culture générale littéraire et juridique et économique et sociale qui pouvait leur manquer à ce moment-là. Donc le projet de Fustel se rapproche davantage des classes préparatoires BL ou économiques que des classes préparatoires classiques telles qu'elles ont vu le jour à sa mort. Donc une fois de plus, on peut dire que Fustel fut en quelque sorte très novateur, puisque le modèle précis de classe prépa qu'il imaginait n'est arrivé que bien plus tard. Et puis Fustel aussi va diriger dans les années 1880 la chaire d'histoire médiévale de la Sorbonne. Chaire d'histoire médiévale qui fut créée pour lui. C'est pour lui qu'on crée cette chaire d'histoire médiévale et ça d'ailleurs fait l'objet de quelques difficultés parce qu'on craignait que Fustel ne soit d'abord un clérical, c'est encore le souvenir de la cité antique qui lui collait à la peau, et on craignait qu'il ne fût partisan de l'Empire, puisqu'il avait donné des leçons à l'impératrice Eugénie. Donc Fustel fait l'objet d'une enquête. À l'issue de l'enquête, un rapport est envoyé au ministre de l'Instruction publique, qui termine par ces phrases savoureuses. « Je vous rassure, monsieur le ministre, monsieur Fustel de Coulanges est républicain comme vous et moi, et laïque comme tout le monde. » Donc et libéral comme tout le monde, excusez-moi. Républicain comme vous et moi et libéral comme tout le monde. Bon, c'est assez savoureux. Évidemment, les choses étaient un peu plus complexes. Donc voilà rapidement pour l'œuvre d'historien, l'œuvre de pédagogue, de professeur de Fustel de Coulanges. Donc, comme je vous disais, il meurt à la tâche en 1889, en septembre 89. Quelques jours encore avant sa mort, il continue d'écrire sur l'histoire des institutions de l'ancienne France. Ses livres étalés sur son lit, c'est une image touchante que ses élèves se passèrent par la suite de l'historien dévoué à sa tâche jusqu'au bout. Les polémiques ne l'épargnèrent pas, c'est-à-dire que tout comme Fustel se remit à l'ouvrage, ses opposants ne désarmèrent pas pour considérer qu'il s'était trompé. L'étude historique par la suite a nuancé fortement les choses, c'est-à-dire que certes Fustel de Coulanges a été dépassé sur bien des sujets, mais enfin il s'est bien avéré qu'il avait vu juste sur beaucoup d'autres, comme je le disais il y a un instant. Après sa mort, après la mort de Fustel de Coulanges, la postérité est un peu ambivalente. C'est-à-dire que d'un côté, ses anciens élèves saluent le maître de la méthode, le grand écrivain, l'homme au style limpide, mais tout en continuant de dire qu'il s'est trompé sur le fond. Ce qui est assez injuste. Et le grand public, lui, va rapidement oublier Fustel de Coulanges, qui est quand même un historien aux thèses très précises. On peut difficilement en vouloir au grand public de ne pas avoir gardé la mémoire d'un homme qui consacra 400 pages sur la propriété privée à l'époque mérovingienne. Fustel de Coulanges va sortir une nouvelle fois de l'oubli au tout début du XXe siècle, par l'intermédiaire de l'Action française. Charles Maurras lui-même n'a évidemment pas connu Fustel de Coulanges. Quand Fustel meurt, Charles Maurras est encore en Provence et il l'a connu par l'intermédiaire de ses livres qui lui furent mis entre les mains par Frédéric Amoretti, qui est un fait libre comme Maurras. Et il y eut entre Maurras et Fustel, on peut dire, une véritable amitié intellectuelle, alors à sens unique, puisque Fustel était déjà mort, une véritable adhésion intellectuelle aux ouvrages de Fustel. Avec une certaine incompréhension cependant, puisque Fustel était républicain et libéral, et l'a été jusqu'au bout, et Maurras va en quelque sorte annexer les thèses de Fustel pour en faire le maître à penser historique de l'Action française. C'est par ce biais-là, alors je passe rapidement parce que l'heure tourne, je passe rapidement sur la bagarre Fustel de Coulanges, qui est un petit ouvrage que Maurras écrivit après les polémiques qui en 1905 opposèrent l'Action française et les milieux de la Sorbonne autour de la mémoire de Fustel. Mais chose plus intéressante pour moi, un certain nombre d'historiens parmi les plus sérieux ont dû leur
ont dû le fait d'avoir été influencés par Fustel de Coulanges, ce sera plus juste de le dire comme ça, grâce à l'Action française. Un historien comme Philippe Ariès, que vous connaissez peut-être, qui a notamment écrit un maître ouvrage sur l'histoire de la mort en Occident, Philippe Ariès a été intellectuellement marqué par l'œuvre et les analyses de Fustel de Coulanges. Gaxote, bien sûr, qui lui est plus un auteur grand public, un vulgarisateur, a été très marqué par Fustel de Coulanges. Et d'autres historiens encore qui passèrent à un moment de leur vie par les rangs de l'Action française, furent influencés par lui. En quelque sorte, l'Action française a passé la mémoire de Fustel, a servi de passeur de mémoire. Alors elle n'a pas été seule, hein. Il faut rendre justice à l'université. Un historien comme Marc Bloch, que vous connaissez aussi sans doute, historien d'origine juive, très républicain, un des plus grands historiens médiévistes français du XXe siècle, fusillé par les Allemands durant la guerre pour fait de résistance, et qui fut professeur à Strasbourg. Marc Bloch découvrit justement Fustel entre l'école normale supérieure et puis ensuite sa période d'enseignement à Strasbourg, et Marc Bloch fut influencé dans son œuvre par Fustel de Coulanges, tout comme Ferdinand Lott, historien également très républicain des années 1920-1930 et médiéviste aussi, fut inspiré par l'œuvre de Fustel de Coulanges. Donc on ne peut pas dire non plus que tout est passé par l'Action française, même si son apport fut indéniable pour transmettre la mémoire de Fustel de Coulanges. Alors que reste-t-il de Fustel de Coulanges aujourd'hui ? Honnêtement, plus grand-chose. C'est-à-dire que la plupart de ses livres ne sont plus édités, hormis La Cité antique. Il y a eu quelques biographies de Fustel de Coulanges, mais très peu. Un de ses anciens élèves en 1896 publia un Fustel de Coulanges, assez intéressant d'ailleurs, par les éléments inédits qu'il avait portés à l'époque à la connaissance du public. François Hartog, professeur émérite de l'Université de Paris, ancien professeur-chercheur de l'école des hautes études en sciences sociales, a également publié en 84 un Fustel de Coulanges, très intéressant aussi par son approche sur l'histoire, l'écriture de l'histoire au XIXe siècle. Moi-même, je viens de publier aux éditions de Flore, que vous connaissez bien, un Fustel de Coulanges, qui a été le fruit de presque 8 ans de travaux sur les archives et les œuvres de Fustel de Coulanges. Mais il est vrai que les ouvrages sur ce thème sont maintenant assez peu nombreux. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et qu'est-ce qu'il y a à retenir chez Fustel aujourd'hui ? Il y a à retenir d'abord son souci de revenir aux sources, son souci de prendre de la distance, son souci aussi de l'unité, son refus de la polémique. Alors c'est un historien qui a beaucoup polémiqué, toujours toujours pour défendre la vérité ou pour la rechercher. Pas de polémique stérile, pas de bons mots futiles chez Fustel. Donc c'est encore, peut-on dire, un maître à penser à ce niveau-là. C'est un homme d'unité, c'est un homme de synthèse, c'est un homme qui nous fait réfléchir parce qu'il prend de la hauteur, qu'il se défie profondément des anachronismes. Or, aujourd'hui, c'est un de nos très grands défauts, justement, dans les études historiques, comme dans le discours politique, c'est le défaut de l'anachronisme. Et puis enfin, même si Fustel a été dépassé sur certains sujets parce que la recherche a fait beaucoup de progrès, notamment grâce à la découverte d'archives nouvelles, grâce à l'archéologie, Fustel de Coulanges reste encore un auteur à lire sur bien des sujets, et je dirais que notamment sur son histoire des institutions de l'ancienne France, donc toute la période qui va de l'indépendance de la Gaule indépendante, jusqu'à la fin de la période carolingienne, début des Capétiens. C'est un auteur qui peut encore servir de point de départ pour les amateurs éclairés. Voilà. Donc il y a encore aujourd'hui des choses à tirer de Fustel de Coulanges, et dans la manière de voir, la manière de faire, dans ce qu'il a pu lui-même dire. Et j'espère que le travail de votre cercle vous permettra
même si je me doute bien que ce n'est pas votre seul objet d'étude ou de réflexion ou d'action, j'espère que le travail de votre cercle vous permettra de découvrir un peu plus Fustel de Coulanges. Voilà. Alors, c'est l'essentiel de ce que je pouvais vous dire ce soir, mais peut-être avez-vous maintenant des questions auxquelles je serais heureux de répondre. Alors, déjà, merci beaucoup, Monsieur Privat, pour votre intervention. Alors oui, je vois qu'il y a déjà une question dans le canal dédié. Alors, je vais vous la dire. Peut-on dire que Fustel de Coulanges est une sorte d'origine de l'empirisme organisateur? Alors, ma lecture de Maurras commence à dater un petit peu. Maurras, si je me souviens bien, arrêtez-moi si je me trompe, Maurras parle de l'empirisme organisateur dans l'avenir de l'intelligence. Et c'est l'idée selon laquelle, et vous me corrigez si je me trompe, la politique actuelle d'un pays se fonde d'abord sur la méditation de sa tradition, des exemples du passé dont on tire la voie sur ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire en matière de politique. Est-ce que c'est bien cela ? Alors c'est ça, effectivement, et c'est surtout le fait de se servir de l'histoire pour en tirer des conséquences, voire pour en tirer des lois. C'est un peu cette approche très presque scientifique en fait de Maurras, et c'est ce qui le rapproche, d'où la question de Morgan, c'est ce qui le rapproche. Est-ce que c'est ce qui le rapprocherait, en ce sens, de la méthode aussi très scientifique que vous avez évoquée de Fustel de Coulanges? Voilà. Oui. Alors, clairement, Charles Maurras a utilisé beaucoup l'œuvre de Fustel de Coulanges dans ses réflexions, et en ce sens, on peut dire que l'empirisme organisateur de Charles Maurras doit beaucoup à Fustel de Coulanges. Dans ce sens-là, c'est très vrai. Et si vous arrivez à le trouver, parce qu'il n'est plus édité, mais on doit certainement le trouver d'occasion, si vous arrivez à le trouver, pour un jeune Français que Charles Maurras a écrit en prison, je crois en 48 ou en 49, qui est l'un des rares ouvrages que Maurras a écrit d'une traite, qui n'est pas la collection d'articles publiés dans l'Action française et remis en forme dans un livre. Pour un jeune Français, Charles Maurras consacre de très belles pages justement à Fustel de Coulanges et à ce qu'il convient de penser les études historiques de Fustel de Coulanges pour la France, par la suite, pour la France d'aujourd'hui. Enfin, d'aujourd'hui, c'était en 48. Maintenant, dans le sens inverse, pour Fustel de Coulanges, je vous dirais oui et non. C'est-à-dire que au début de sa carrière, Fustel de Coulanges a considéré, et jusqu'au milieu des années 70, jusque dans les années 75-76, Fustel de Coulanges a considéré que l'étude de l'histoire était un bon moyen, effectivement, de ne pas renouveler les erreurs du passé. À tout le moins, ne pas renouveler les erreurs du passé. Fustel, je vous l'ai dit, a été très marqué par la guerre de 70 et la Commune, surtout par la Commune. Et il faut aussi se remettre en mémoire la chronologie de la vie de Fustel. Il avait 18 ans en 1848 et il habitait à Paris. Et il habitait dans le Marais. Donc les émeutes de février 48 qui ont fait tomber Louis-Philippe et les émeutes de juin 48 qui virent le soulèvement des ouvriers contre le gouvernement après la fermeture des ateliers nationaux, Fustel les a vus au plus près. C'est un homme qui n'a pas entendu crépiter les balles derrière un écran d'ordinateur comme nos contemporains lorsqu'ils voient des reportages sur la guerre en Ukraine ou dans je ne sais quel pays d'Afrique. Fustel a entendu crépiter les balles et tonner le canon dans la rue à côté de chez lui. Et il a perdu son père très probablement à la suite d'une émeute. Donc la Révolution, c'est quelque chose qui a marqué Fustel. Et Fustel, je reviens à la question, rassurez-vous, je ne vous ai pas oublié, Fustel reproche aux révolutionnaires, notamment de la Terreur, d'avoir eu une lecture des institutions de la Grèce historiquement fausse, d'avoir eu pour les institutions de la Grèce une espèce d'adoration qui n'était pas fondée sur les textes et la vérité historique, mais d'en avoir par contre tiré une pratique politique qui les a conduits à la terreur. Et Fustel de Coulanges considère tout au contraire justement que si ces personnes avaient eu une étude sérieuse
de l'histoire de la Grèce. Alors c'est peut-être la naïveté de l'historien, de l'universitaire de croire ça, parce qu'il y aurait sans doute eu la terreur malgré tout, enfin à mon avis. Mais Fustel pense que si les philosophes des Lumières et si les révolutionnaires de 93 avaient eu une bonne lecture des institutions de la Grèce, fondée sur les textes et pas fondée sur leurs fantasmes, alors sans doute la terreur n'aurait pas eu lieu. Donc en ce sens, on peut voir ça. On peut dire qu'il y a une part d'empirisme organisateur dans la pensée de Fustel. Cependant, à la fin de sa vie, Fustel de Coulanges s'est éloigné de cette manière de voir. Alors, il ne renie pas ce qu'il a écrit, mais Fustel n'écrit plus désormais pour éclairer le présent à partir du passé. Fustel, à la fin de sa vie, écrit l'histoire pour l'histoire. C'est un peu la déception qui le conduit à cette manière de voir les choses. Il a été tellement attaqué par les autres historiens que, voilà, en quelque sorte, il s'est fait une raison, il se retire du monde et s'enferme dans les archives dans les dernières années. Voilà pour la question posée. D'accord, très bien, merci. Alors je vais passer à la deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du précédent cercle Fustel de Coulanges qui concernait le monde de l'enseignement? Alors, le cercle Fustel de Coulanges, alors il y a eu dans l'histoire de l'Action française, que je connais sans doute moins bien que beaucoup d'entre vous, mais dans l'histoire de l'Action française, il y a eu un cercle Fustel de Coulanges entre les deux guerres mondiales. Le cercle Fustel de Coulanges s'est d'abord inspiré de l'étude historique et de l'œuvre de Fustel et a voulu réunir des historiens et a publié des cahiers qui étaient des cahiers du cercle Fustel de Coulanges, qui s'inspirait donc de la manière de voir, de la manière de penser de Fustel de Coulanges. Ça, c'était l'idée d'origine. Et honnêtement, par la suite, le cercle a évolué davantage en un cercle mondain et de réflexions intellectuelles, mais qui est totalement devenu un cercle d'action française. Enfin, il l'était déjà à l'origine, mais qui s'est, je dirais, davantage coulé dans la pensée des maîtres de l'Action française plus que dans celle de Fustel de Coulanges qui pourtant avait donné son nom au cercle. Et après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une très brève renaissance des cahiers du cercle de Fustel de Coulanges, si j'ai bonne mémoire, dans les années 60-70. Alors, je n'ai pas pu consulter les cahiers du cercle de cette deuxième période, donc là je ne pourrais pas en parler, mais on les trouve aux archives nationales par contre. Mais je ne suis pas allé consulter cette partie-là parce que je me concentrais vraiment dans mon travail sur l'historien lui-même et sur son œuvre elle-même, qui est plutôt, dont l'œuvre est plutôt stockée à la BNF rue de Richelieu dans le 2e arrondissement, où vous avez les papiers et les archives de Fustel. D'accord, oui. Un peu comme Fustel, vous vous concentrez vous aussi sur les sources. Voilà. Ok, très bien. D'ailleurs, je profite de cette parenthèse. Comme l'a dit Monsieur Privin, je vous renvoie, si vous voulez approfondir la conférence de ce soir, à son livre, disponible bien sûr aux éditions de Flore. Donc n'hésitez pas. Oui. J'en profite d'ailleurs, tant que la question est encore en train de s'écrire, les questions sont en train de s'écrire, pour remercier mon préfacier Axel Tisserand. Et je vous invite, si vous lisez ce livre que j'ai écrit, je vous invite beaucoup parce que parfois on saute la préface pour aller directement au livre de l'auteur, je vous invite tous à lire la préface d'Axel Tisserand, qui donne un peu, je dirais, l'esprit condensé du livre, mais qui également vous donnera quelques informations intéressantes, je pense, sur les liens intellectuels entre Charles Maurras et Fustel de Coulanges. Ça complétera ce que j'ai pu écrire à la fin du livre. D'accord, très bien. Alors, donc, j'ai une nouvelle question. De quelle façon Fustel de Coulanges a-t-il, entre guillemets, révolutionné l'idée de la féodalité? Quelle nouveauté y apporte-t-il? Alors, sur la question de la féodalité, ce qui est très intéressant, c'est que Fustel de Coulanges aborde l'histoire d'une manière, je dirais, très progressive. C'est-à-dire que
Pour Fustel de Coulanges, par exemple, on doit comprendre les familles aristocratiques du Moyen-Âge en remontant leur généalogie. Fustel de Coulanges établit un lien direct entre les familles sénatoriales issues de la Gaule romaine et les familles de l'aristocratie franque. Ces familles vont s'unir au fil du 6e et du 7e siècle par le mariage et vont donner les familles de la noblesse mérovingienne, carolingienne. Donc ça, c'est un point qui est très important pour Fustel, cette idée de la continuité historique. Et il est vrai que l'historiographie plus récente a confirmé les thèses de Fustel sur ces questions de généalogie. Donc c'est un point sur lequel Fustel a été confirmé. Et puis, un autre point qui est très important pour la féodalité, Fustel établit un lien entre les pratiques excusez-moi, de la propriété à l'époque mérovingienne et carolingienne et les pratiques de la propriété telles qu'elles se mirent en place sous la féodalité. Notamment, Fustel remarque que dans les grands domaines mérovingiens va se mettre en place progressivement le système des immunités. C'est-à-dire qu'autour de la villa du grand propriétaire terrien se développe le village où vivent les artisans du domaine, les paysans du domaine, qui sont les esclaves, qui plus tard seront des serfs, puis des hommes libres. Et dans le système des immunités qui se met en place, eh bien, rapidement, au fur et à mesure du déclin mérovingien et durant la période carolingienne, de plus en plus de grands propriétaires terriens obtiennent le droit de rendre la justice sur leur domaine, obtiennent le droit de lever des troupes sur leur domaine pour en assurer la sécurité. Même pour certains vont obtenir le droit de battre monnaie sur leur domaine. Et vous voyez progressivement les libertés de la féodalité qui se mettent en scène. Par contre, les fonctions de commandement dans l'État restent encore à ce moment-là distinctes de ces grands domaines et des immunités dans ces grands domaines fonciers. C'est à la fin de la période carolingienne que l'union se fait entre des fonctions de gouvernement qui étaient temporaires, qui vont devenir définitives. Vous savez, ce sont les comtes, les ducs, qui sont nommés par le roi à l'origine et qui peuvent encore être déplacés, qui peuvent perdre leurs fonctions, qui, à la fin de la période carolingienne et début de la période capétienne, ne se transmettent leurs charges héréditairement. Et donc ce lien entre la grande fonction de gouvernement et la propriété foncière. À partir du moment où il y a un lien entre les deux qui se fait, naît véritablement la féodalité. Féodalité qui se fait, et là Fustel n'est pas très original, dans le cadre ensuite d'un contrat, ce contrat étant la prestation de serment entre le vassal et le suzerain. Ce qui est très original chez Fustel, c'est d'avoir rattaché la naissance de la féodalité à des considérations généalogiques et à des considérations patrimoniales et sociales qui nous amènent plusieurs siècles en arrière, qui nous amènent à la toute fin de l'Antiquité et dont on voit les mutations progressives. Et c'est très intéressant parce que, bon, d'abord, l'histoire depuis a confirmé ce que Fustel avait déjà pensé et écrit, mais c'est très intéressant aussi parce que ça nous éloigne des grandes théories, ça nous ramène à notre réalité humaine. Nous voyons bien, effectivement, que dans notre patrimoine familial, par nos liens de famille, nous tissons une société. Donc Fustel rend compte de cette société organique. Donc ça, c'est très intéressant dans sa manière de voir la naissance de la féodalité. D'accord, très bien. Et du coup, donc la dernière question de Ryan. Alors, je pense que la réponse se situe en quelque sorte dans la question. Je vous la lis. Peut-on affirmer que Fustel de Coulanges se place dans un héritage lié à la civilisation du monde gréco-romain, étant donné qu'il démontre que le système féodal ainsi que les institutions françaises ne proviennent pas du monde germanique? Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut affirmer que Fustel se place dans un héritage lié à la civilisation gréco-romaine et même dans le cas vraiment de Fustel, beaucoup plus même la civilisation romaine qui a influencé notre monde gaulois dans l'Antiquité jusqu'à lui donner les formes institutionnelles et sociales de la Gaule romaine. Et
Et pour Fustel, c'est très clair que le système féodal et les institutions françaises n'ont pas d'origine germanique, du moins pas majeure. Il ne dit pas qu'il n'y a aucune influence germanique, mais pour lui, elles sont très mineures et elles vont se fondre, se mélanger très rapidement à l'influence gallo-romaine préexistante qui restera prédominante. À ce sujet-là, vous avez quelques ouvrages plus récents, évidemment, que ceux de Fustel de Coulanges, qui sont tout à fait intéressants à consulter. Dans les années 80, l'historien Jean Favier, qui est un historien médiéviste, qui est mort il y a un peu moins de 10 ans, avait coordonné l'écriture d'une histoire de France en 6 volumes. Et le premier volume sur les origines était écrit par l'historien Karl Ferdinand Werner, qui par certains aspects se rapproche pas mal des thèses de Fustel de Coulanges. Et donc je vous invite à lire dans l'histoire de France de Jean Favier le volume sur les origines par Karl Ferdinand Werner, Werner W-E-R-N-E-R. C'est tout à fait intéressant, très instructif et vous y retrouverez pas mal de choses sur ce sujet-là. D'accord, très bien. Eh bien, Monsieur Privat, je vous propose d'en rester là. Oui. Voilà, merci beaucoup de votre intervention. Bonne soirée à tous. Et puis, écoutez, à très bientôt, du coup, pour de nouvelles formations et longue vie au Cercle Fustel de Coulanges. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.